Et pour en parler sur ce plateau, m'ont rejoint Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Bonsoir. Mais également, nous avons Abel Boilly, éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Bonsoir. Unis. Bonsoir. Quand vous voyez ce nouveau projet de loi qui vient d'être voté par les députés, il va aller au Sénat, le garde des Sceaux qui veut rajouter encore de nouvelles mesures, vous pensez que ça va dans le bon sens, vous qui êtes sur le terrain ? Très honnêtement, je commencerai mon propos par une citation de Victor Hugo, si vous me le permettez, qui dit « Le plus haut symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. » Pourquoi dis-je cela ? On vient de passer 2 jours à parler de mesures chocs qui sont censées révolutionner la justice des mineurs, à savoir la comparution immédiate pour des mineurs récidivistes et criminels. C'est bizarre, ça existe déjà. Le bracelet électronique pour les mineurs, c'est bizarre, ça existe déjà. La sanction au niveau des parents, comment on va différencier un bon parent d'un mauvais parent, sachant que tous, nous pouvons potentiellement voir nos enfants sombrer dans la délinquance. Et surtout, on ne s'est pas assuré de voir si l'arsenal législatif dont nous disposons aujourd'hui est utilisé à 100%. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont endeuillées. Il y a des familles avec des cas médiatisés, mais vous avez beaucoup de familles qui sont dans l'ombre, qui pleurent aussi la mort de leurs enfants. Et il ne faudrait pas que l'on puisse jouer avec l'émotion du peuple par rapport à l'élection de 2027 qui arrive et la volonté de certains d'incarner l'autorité en France. Donc vous me dites, tout ça, ça ne sert à rien, ça existe déjà. Il faudrait un projet de société plus global qui prend d'abord la prévention. Après, on peut parler de la sanction et la répression, mais la prévention fait grandement défaut en France. Ça, c'est une réalité. Comme on l'a vu dans le reportage, que le nombre de mineurs délinquants a baissé et que, en revanche, le nombre de mineurs criminels ou violents a augmenté. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Moi, je pense comme monsieur, mais comme tous mes collègues, juges des enfants, qu'on a l'arsenal répressif. Le problème, par exemple, vous prenez une mesure pénale. Alors il n'est pas appliqué. Le problème, c'est ça. C'est qu'il faut qu'il soit effectif, immédiat et appliqué. Alors, il y a l'éternel problème des moyens, je ne veux pas vous en faire une tartine, mais c'est vrai qu'un éducateur suit à peu près 25 mineurs. Et quand j'étais juge des enfants, un éducateur voyait seulement une fois par mois le mineur qu'il devait suivre. C'est pas du tout suffisant. La responsabilisation des parents, on sait que c'est quelque chose qui est très contesté, on ne sait pas si ça marche ou si ça marche pas, mais on voit que ça essaye de rebrancher les parents sur l'institution judiciaire qui va juger leur enfant. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Après, il faudrait remonter plus haut et essayer de faire en sorte que ces jeunes ne soient pas tentés d'être délinquants. Donc les protéger. La justice des mineurs, c'est d'abord une justice pour protéger les mineurs. Les réseaux sociaux, on l'entendait, on entend que le président de la République pourrait, dans ses idées de référendum, demander aux Français l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Je ne sais pas comment ça pourrait être appliqué, mais on voit qu'on est d'accord sur l'influence des réseaux sociaux. Abel Boilly, quand on écoute le ministre de l'Intérieur, c'est 1/3 des délinquants ont entre 15 et 19 ans, des jeunes violents, de plus en plus jeunes, et qui n'ont plus peur de la police. Bien entendu, ils sont dans une impunité dans leur esprit. Mais j'aimerais revenir aussi sur les chiffres qui ont été donnés sur la baisse de la délinquance des jeunes. C'est vrai, mais j'ai toujours quand même une certaine nuance à apporter parce qu'il y a les homicides qui sont, entre guillemets, répertoriés et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas. Je vais prendre un autre type de crime dont on ne parle pas assez en ce qui concerne la jeunesse, les viols et les agressions sexuelles. Très important. Qui se propagent d'une façon effarante, et je ne veux même pas dire sur les 16-25 ans, chez les 11-18 ans. Moi, j'interviens dans beaucoup de centres d'insertion ou de réinsertion et je peux vous dire que dans chaque centre, vous avez au moins 80 à 85% des jeunes filles qui ont été violées ou qui ont subi une agression sexuelle. Donc vous le constatez, des jeunes de plus en plus jeunes, Exactement. de plus en plus violents, en parlant de différents types de violences, bien évidemment. Et ce qui est terrible au niveau de ce qu'ont subi ces jeunes filles, c'est que la majorité ne portera jamais plainte. Donc, ces crimes ne rentreront jamais. Exactement. Et ce qui ressort, en fait, c'est un côté inefficace, c'est un côté empilement. Oui, tout à fait. Alors le dernier code de la justice pénale des mineurs, il date de septembre 2021 et effectivement, pour beaucoup, notamment pour l'USM, l'Union des syndicale des magistrats, il offre déjà largement de quoi répondre à la situation dénoncée. C'est-à-dire que pour les syndicats, le problème, c'est davantage un problème de moyens. L'USM le dit, il n'y a pas assez d'éducateurs, de structures pour accueillir les mineurs et de juges et de greffiers. Abel Boilly, par votre expérience,
expérience d'éducateur, beaucoup de pédopsychiatres disent que finalement ce temps de latence entre la première comparution d'un mineur et la seconde n'est pas bon quand quelque chose de grave a été commis, parce qu'il y a une nécessité de sanction immédiate. Sur la nécessité de sanctions immédiates, je suis d'accord, mais en même temps, il ne faudrait pas laisser un discours être généralisé comme quoi il y aurait toujours un temps de latence. Je vais redonner un cas très précis. À Grenoble, en plus, en décembre, vous avez un jeune de 15 ans qui, suite à un cambriolage, a violé une dame de plus de 80 ans. Il n'y a pas eu 6 mois entre son interpellation et le fait qu'il soit en prison. Ce mineur, à 15 ans, il est en prison aujourd'hui, depuis le mois de janvier d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir sur l'automaticité, mais il ne faut pas laisser le discours politique laisser penser qu'ils sont en train d'inventer ou de révolutionner la sécurité par rapport à la justice pénale des mineurs aujourd'hui. Mais comment vous évaluez ce ressenti de la population? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a 3 sentiments en fait dans la société. Il y a celui de la population, avec sa crainte, son besoin de sécurité, celui de voir une jeunesse de plus en plus violente, et il y a celui des juges qui nous dit mais non, mais tout est en place, tout existe, tous les outils sont mis en place, et il y a la sphère politique. Vous qui êtes sur le terrain, comment vous interprétez ça? Mais le ressenti de la population, vous savez, moi je suis père, donc j'ai le même en réalité. Même si je suis un acteur de la prévention, je veux plus de sécurité parce qu'à chaque fois qu'il se passe un drame, comme tous les parents, je me dis, et si ça arrive à ma fille, si ça arrive à mon fils? Néanmoins, moi, je veux inviter le politique, si je peux m'exprimer de la sorte, à partir sur un projet global de société. La prévention, la sanction et la répression doivent marcher ensemble. Et pourquoi j'insiste sur la prévention? Parce que même au niveau de là, nous avons besoin de réformes en réalité. Et tout à l'heure, Bruno Retailleau aussi a parlé du fait qu'il allait augmenter les vérifications sur certains commerces qui seraient en fait des cachettes pour des trafics ou autres. Mais il faut aussi, avec d'autres ministères, regarder où est affectées les subventions qui vont à certains acteurs de prévention qui dilapident l'argent d'une manière qui n'est pas très catholique, si je peux me permettre l'expression. Donc c'est un projet de société sur lequel il faut partir, mais je ne peux pas en vouloir à la population d'avoir besoin de plus de sécurité. Je voudrais simplement prendre l'exemple des comparutions immédiates proposées. Actuellement, le Code de justice pénale des mineurs permet à un juge des enfants de mettre en détention le mineur, en détention provisoire, donc c'est le juge des libertés qui le fait, et il sera ensuite jugé entre 10 jours et 1 mois. Les juges sont plus sévères, mais la population a l'impression, effectivement, que la justice des mineurs n'est pas assez sévère. J'ai envie de dire, pas que politique, parce que ce qui est important aussi, c'est le ressenti de cette jeunesse. Oui. Quand on parlait du sentiment d'impunité vis-à-vis de la justice, ce qui est important aussi, c'est ce que ressentent ces jeunes vis-à-vis de la justice, de ce qu'ils peuvent craindre. Ils sont dans l'immédiateté. Alors il y a ce qu'ils ressentent, mais en même temps, ça se mélange aussi avec le problème de la santé mentale de nos jeunes, dont on parle très peu. Des ON, il y en a plein. Il y en a plein des bombes à retardement qui disent à leurs amis, je suis un fou dans ma tête, je vais péter un câble, je vais faire des choses de dingue. Moi, j'ai eu depuis la Covid, encore plus. Mais bien entendu, moi j'ai eu le cas d'un jeune pour qui ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui il est inséré où il travaille, mais quand même qui dans son parcours a coupé le doigt de son petit frère. C'est pas n'importe quoi. Donc on a l'habitude de voir ce cas de figure. C'est pour ça que lorsque l'on ne parle qu'à travers la répression, c'est comme si quelque part on dit attendons que le crime ait lieu et là on va taper fort. Or on ne voit pas quels sont les programmes préventifs à réformer pour que le crime n'ait pas lieu. Et sur les sources de cette violence qui est devenue omniprésente dans notre jeunesse, vous identifiez quoi? Elles sont multiples. Déjà, le socle familial. Vous avez beaucoup de familles qui sont déséquilibrées. Il y a un sujet qui est tabou en France, que je dis toujours, la question de la pédocriminalité intrafamiliale qui frappe énormément de jeunes, mais c'est un des tabous. Un divorce aussi qui peut faire basculer un jeune. Et puis, vous avez aussi les mauvaises fréquentations, bien entendu. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui paraissent pour des enfants exemplaires à la maison et qui se comportent n'importe comment dehors. Et le numérique? Mais justement, j'allais en venir, les réseaux sociaux qui sont venus amplifier les réseaux sociaux ne sont pas la cause, mais ce sont des amplificateurs. Et ils accélèrent. Exactement. Parce que quand on voit ce que les jeunes regardent, on le dit toujours, Snapchat, TikTok, Telegram, l'accès au dark web. Quand on regarde tous les jours des vidéos de décapitation, de meurtre, de viol, de zoophilie, et j'en passe, parce que moi-même je suis effaré par ce que j'entends dans mes ateliers que j'appelle les dangers de la génération TikTok, effectivement, il n'y a qu'un pas en réalité pour passer du numérique à l'acte criminel quand vous êtes fait psychologiquement. Et l'absence d'adultes tiers. Moi, je trouve que dans la société, on manque complètement, en dehors des éducateurs, etc., d'adultes tiers, comme il pouvait y avoir il y a 40 ans. Alors, c'était les jeunesses catholiques, les
jeunesse communiste, les prêtres, Bah, vous savez ce que je dis etc., souvent, je dis les qu'on est, éducateurs je dis qu'on est dans une société manque. où les jeunes perdent leur enfance trop tôt Ouais. et où paradoxalement les adultes restent des enfants trop tard. Oui, c'est- Avant, les grands frères de quartier inculquaient des valeurs. Aujourd'hui, Ça. beaucoup de grands frères de quartier recrutent pour le trafic de stupes. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Effectivement, il faut la répression, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut aussi autre chose que la répression. Sans cette autre chose, ça ne se réglera pas. Merci à vous pour ce plateau sur la violence des mineurs.